Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour l'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et nous en livre les dérives, les dérapages et parfois, tu nous le diras Mourad, les quelques rares accomplissements. Et ce programme n'existe que grâce à vous, grâce à vos dons. Alors, continuez de nous soutenir. Allez, c'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi ma chère Amira, pour la dernière de l'année avec toi, enfin de l'année, de la session, du semestre. Ouais, voilà. L'hiver, le printemps, voilà, je reviendrai normalement d'ici l'été. Et c'est une émission spéciale aussi aujourd'hui parce qu'elle est consacrée au sondage et on a deux invités de prestige. On a d'abord Jean-Pierre Sueur, ancien député, ancien sénateur, ancien maire, ancien ministre. Tout secrétaire d'État, voilà, il a tout fait. Co-rapporteur de la commission d'enquête sur Benalla. Et vous avez aussi fait une proposition de loi destinée à garantir la transparence des sondages. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité surtout. Et on a un autre invité par visio, Alain Garrigou, ancien membre de la commission des sondages. Vous allez nous expliquer au cours de l'émission pourquoi vous avez décidé de quitter cette commission. Bonjour à vous. Bonjour. Et Mourad, avant de parler en précision des sondages et de leurs limites, on va voir qu'il y en a beaucoup. On va commencer par ton traditionnel préambule et tu vas nous parler d'Alexandre Devecchio qui a eu besoin de ses parents, a priori, pour faire la promotion de son bouquin. Oui, ce qui alors déontologiquement pose un vrai problème. Alors, je précise pour nos amis qu'il y aura juste un préambule parce que le dossier et la question des sondages est suffisamment importante. J'avais promis qu'on ferait un dossier, une émission spéciale sur les sondages. C'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai éliminé les tops et les flops cette semaine de façon à laisser nos invités expliquer et répondre à nos questions concernant les sondages. Donc, Alexandre Devecchio, donc du Figaro, a publié un bouquin chez Fayard où il raconte que c'était mieux la banlieue, c'était mieux avant. Évidemment, c'est un truc de Raslar pour dire que maintenant, avec les Arabes, ça se passe pas bien. Les commerces ferment, les commerces de proximité, c'est la faute aux Arabes et ainsi de suite. Et il va faire des vidéos avec son père et sa mère qui vont venir faire la promo de son bouquin. Je n'ai jamais vu ça. C'est un peu, je sais pas, c'est comme si je faisais la promo de l'œil de Moumou via Lily Collage, Ellie Collage avec un S, qui est le site Instagram, le compte Instagram de mon épouse. Ah bah je l'ai fait, c'est con. Mais voilà, c'est complètement déontologiquement ça pose un vrai souci. Mais surtout, regardez bien sur le fond ce qui me pose problème. Je vous laisse écouter un extrait de l'intervention de sa maman. Quand on est arrivé, il y avait une place où on avait une boulangerie, on avait un boucher. Ils ont fermé tout petit à petit. Il y avait 2 parfumeries, il y avait tous les commerces. Et la boucherie, ça fait très longtemps qu'on n'a plus de boucherie, mais on avait Auchan, il y avait encore de la viande française, si on voulait. Un jour, je vais au centre, parce que celui-là avait fermé, et je vais pour prendre une épaule d'agneau, et je prenais de l'agneau français. Et comme je n'en trouvais pas, je demande au responsable du rayon. Il me dit, mais on s'adapte à la population, on n'en a plus. Ils ont ouvert, il y avait déjà plusieurs boucheries, ils ont ouvert une boucherie. Et comme la vitrine donnait vers la rue, j'ai vu des têtes de moutons qui m'ont interpellée et j'ai voulu rentrer pour voir. Et j'ai vu les affiches, etc., et des prix, et je n'ai pas vu la provenance de la viande. Ouais. Et c'est là que le livre d'Alexandre peut être intéressant, c'est qu'on se sent dépossédé. Là-dessus, oui, c'est vrai. On se sent effacé. En tant que Portugaise, il y avait des rayons dans les grandes surfaces, rayons de tous les pays. Ils ont commencé à diminuer et par contre les rayons de musulmans, maghrébins, ils étaient chargés de il y a plus en plus. Donc ils vont de toute la famille là, ils vont fustiger la fermeture des commerces de proximité qui serait la faute des Arabes et il va renvoyer pour acheter son bouquin qui est publié chez Fayard, je le précise. Donc Fayard, la propriété de Bolloré, ils vont renvoyer vers
Amazon. Alors, je trouve ça assez extraordinaire quand même. Amazon qui est quand même le fossoyeur des commerces Oui. de proximité. Qu'est-ce que vous qui avez été élu, alors à la fois élu local, maire, et qui avez été sénateur, donc représentant des collectivités locales, en l'occurrence, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de faire la promo d'Amazon alors qu'on fustige la fermeture des... Écoutez, quand je suis devenu député, il y a quelques décennies, c'était en 1981, la première fois que je suis intervenu à l'Assemblée nationale, c'était pour défendre la loi sur le prix unique du livre. Ah oui, la fameuse loi Langue, la future loi Langue. Tout à fait contraire au principe du libéralisme, en Bien quelque sûr. sorte. Ça veut dire que vous soyez dans une grande surface ou dans une petite librairie de campagne, c'est le même prix. Tout ça pour éviter la mort des libraires. Et je suis fier de dire que cette loi, elle est toujours en vigueur. Oui, absolument. Et c'est important. Et je défends de tout mon cœur les libraires. Cela dit, Amazon peut aussi rendre des services, etc. Je ne porte pas de jugement à l'égard de ceux qui font appel à Amazon. Il peut m'arriver quelquefois de le faire, mais je donne toujours la priorité aux libraires. Oui, je parlais bien des bouquins, c'est pour ça. C'est l'incohérence de dire que les commerces de proximité dont les librairies ferment et qu'on renvoie vers Amazon. Bah, bien sûr. Ça, c'est complètement stupide. Oui. Un point positif, cette fois-ci, Oui. je vous invite toutes et tous à aller voir le compte de Djilali Belaïd, qui est un de nos confrères, de l'AFP en l'occurrence, mais qui parle en son nom propre, et qui fournit toujours, on va voir un extrait, ce qu'on appelle des threads en bon français, toujours documentés, des fils de tweets, toujours documentés, qui sont toujours pertinents, détaillés. Et là, par exemple, il va parler de l'imposture de Fergan Aziari, qui est l'un des nombreux commentateurs qui sont sur les plateaux de Bololand et qui viennent raconter tout et n'importe quoi avec assurance. Et donc, je vous invite à le suivre et évidemment vous y abonner. Une autre bonne nouvelle, si tant est que, bon, c'est pas une bonne nouvelle en soi, mais c'est une bonne nouvelle quand même. CNews est de nouveau condamné définitivement. Suite, alors je me tourne vers nos invités, puisque nous avons également un universitaire présent. CNews est de nouveau condamné définitivement suite à des propos tenus par Zemmour sur l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui a été taxé de manipulateur par rapport aux chiffres sur l'immigration. Et je voudrais juste vous poser Alain Garrigou cette question de savoir comment est-ce qu'on peut contrarier et comment vous vivez le fait qu'on mette aujourd'hui, en 2025-2026, on mette comme ça le travail des universitaires, des chercheurs, on puisse en une phrase dire en fait non, les immigrés il y en a plus que ce qu'on dit, les chercheurs manipulent les chiffres. Comment vous vivez ça? C'est un problème qui monte, oui, pas seulement en France d'ailleurs. Alors, c'est de la diffamation, bien entendu, et ça passe devant un tribunal qui est la 17e chambre. Pour y avoir été confronté pendant plusieurs années, je peux en parler. Et la 17e chambre, c'est une chambre libérale. Il faut dire qu'elle a sauvé pas mal de fois la mise à des gens qui étaient sincères et qui étaient dans le vrai. Mais c'est ce qu'on appelle des procédures bâillons, généralement. Là, en l'occurrence, c'est rarissime, mais c'est une institution qui va en justice et qui, de toute façon, offre l'occasion à l'accusateur, qui est en l'occurrence M. Zemmour, de démontrer que ce qu'il dit est juste. Or, il est bien clair que le propos n'est appuyé par aucune démonstration, par aucun élément de preuve, et c'est donc de la diffamation. Le verdict n'est pas très méchant. J'ai vu 2000 euros de dommages et intérêts, je crois. Enfin, bon. L'INED ne manipule pas, bien entendu. Mais ça fait partie de cette ère de la post-vérité, où finalement, pourquoi je ne le dirais pas si je le pense, c'est juste. Bon, c'est pas le premier cas. Monsieur Zemmour est un spécialiste de la diffamation, de la calomnie, en usurpant des titres d'ailleurs ou des compétences qu'il n'a pas, historien. Ça me choque un peu, je suis historien d'origine. Quand j'entends l'histoire racontée par certaines personnes,
en France, et pas seulement en France, hélas, aux États-Unis, en Russie, je me dis, mais ces gens n'ont fait aucune étude d'histoire. Ils racontent n'importe quoi, conforme à leur grille de lecture idéologique. On a du mal à croire qu'ils croient ce qu'ils disent. Ah, c'est la question qu'on se pose assez régulièrement sur ce plateau. En fait, effectivement, mais je confirme hein, qu'il a été condamné donc, de manière définitive, ce qui est important. Hein. C'est pas une première instance, de manière définitive, ainsi que, alors je prends mon élan, Jean-Christophe Thierry de Bersegol du Moulin, qui est le directeur de la publication, que je connais absolument pas, qui est le directeur de la publication de Oui. CNews, et donc a été évidemment de manière solidaire condamné. Et merci aux Sleeping Giants qui ont publié cette décision sur les réseaux sociaux. Et on va finir ton préambule par quelqu'un d'autre de CNews hein, qui a été condamné mais qui s'est excusé. Je parle bien évidemment de Morandini. C'est du petit lait pour toi. Oui, parce que ça me pose une question particulière. C'est-à-dire que je parle très peu de religion sur ce plateau. C'est pas le lieu. Simplement, il demande. Alors, il va Morandini annoncer que finalement, il ne va pas devant la CEDH. Donc, il va pas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il accepte la décision finale. Donc, il est condamné. C'est un pédocriminel. Morandini est un pédocriminel. Toujours à l'antenne sur CNews, et il va demander une seconde chance dans un communiqué qu'il va publier sur les réseaux sociaux, et Bolloré va lui accorder le pardon. Sauf que, moi, ce qui me pose un tout petit problème, c'est que normalement, alors que Bolloré est connu pour être un catholique intégriste, fondamentaliste, normalement, le pardon, il doit être opéré, demandé par la victime et pas par l'agresseur. Donc ou le collaborateur de l'agresseur, en l'occurrence Bolloré. Et donc je trouve qu'il y a une inversion des valeurs qui me semble problématique. En tout cas, Morandini aujourd'hui, alors qu'il est désavoué par un certain nombre de ses collègues, y compris Philippe de Villiers quand même. Hein, je veux dire, c'est pas le plus tendre de la bande. Il est maintenu à l'antenne malgré sa pédocriminalité, je le redis, c'est un terme important, la pédocriminalité. Certains emploient le terme pédophile, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment de la pédocriminalité pour lequel il a été condamné. J'attends on nettoie un tout petit peu les antennes, et j'espère que ce sera fait, et j'espère que Bolloré sera sommé, in fine, de se séparer de ce collaborateur excessivement gênant. Et on va terminer ce préambule hein, par ça, parce que c'est l'heure de passer au microscope. Et nous avons un microscope chargé aujourd'hui consacré aux sondages et à leur limite. Hein, vous allez le voir, il y en a beaucoup. Et on a autour de ce plateau, Mourad, deux invités spécialistes de la question. Je vous ai déjà présenté Jean-Pierre Sueur, ancien député, sénateur, maire. Vous avez fait une proposition de loi sur les sondages, on va en parler. Et en visio, nous avons Alain Garrigou, ancien membre de la commission des sondages. Juste une question pour vous, Monsieur Garrigou. Je dis bien ancien membre de la commission des sondages. Pourquoi vous l'avez quitté? J'y suis déjà resté presque 5 ans, c'est déjà pas mal. J'ai été nommé par le président de l'Assemblée nationale quand il a eu la proposition, enfin l'amendement au départ qui est devenu une loi de Jean-Pierre Sueur. Je suis parti en service commandé, en quelque sorte, pensant que la nouvelle loi qui offrait des ressources de transparence incontestables, c'est-à-dire notamment par exemple qui était le commanditaire, c'est-à-dire qui payait, des choses comme ça. C'était positif. Quand j'ai proposé de vérifier à la commission de sondage, on m'a répondu: nous ne sommes pas des flics. Je ne vous dirai pas qui m'a dit ça. Donc c'est une C'est dommage. commission qui a eu de l'avancement depuis dans une institution européenne au plus haut niveau. Voilà. Pour certains, ça peut être compris. Bon, donc j'ai vu que je ne pouvais pas faire passer l'application même de la loi. Donc, en quelque sorte, j'étais un observateur. C'est légitime de la part d'un chercheur hein, d'être observateur dans un milieu où manifestement il n'est pas le bienvenu, comme Janome. Enfin bon, je ne ferai pas la liste. J'ai donc tenu bon, mais quand même, pour marquer un point d'honneur, à la fin, j'ai manifesté que bon, je ne pouvais pas cautionner ça. C'est triste parce que, après tout, c'est une commission qui est composée de fonctionnaires, des gens de l'administration publique. Et ça siège, cette institution siège au Conseil d'État.
Et donc, il peut y avoir des dispositifs législatifs adoptés par la représentation nationale et l'administration n'applique pas. Alors, on a beau dire ça, si vous voulez, dans les cours, dans les amphithéâtres, dans les universités, je ne suis pas sûr qu'on croit les enseignants qui le disent. Moi, j'ai fait l'expérience, au moins cette fois-ci. Bon, il fallait que je. Alors j'ai marqué le coup. On me dit, bon, je suis sans illusion, mais j'ai marqué le coup, donc ça sert. C'est une démission qui sert à rien. Enfin, tout ce qu'on voudra, c'est juste un geste symbolique pour dire bon, ben, il faut appliquer la loi. Vous savez, la commission est tellement contente. J'ai participé récemment à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections. J'ai entendu le président de cette institution, je parle de la commission des sondages, qui a dit que ben, ils étaient contents, ils voulaient pas plus de personnel, ils n'avaient pas trop de travail et qu'ils avaient d'excellents rapports avec les sondeurs. Bon, moi je trouve que c'est un univers qui est assez sympathique. Je ne sais pas si vous voyez, si vous grillez un feu rouge et que le policier qui vous arrête vous fasse des compliments et vous dit que vous êtes charmant, vous êtes ceci et cela. C'est-à-dire la commission de sondage n'a pas accepté ce que proposait et l'auteur initial de cette loi est avec nous de faire un minimum de travail de contrôle. C'est dans la loi. Bon, alors, si l'administration ne veut pas faire le contrôle que le législateur a imaginé pour elle, voilà. Alors, on va revenir sur le rôle que vous avez les uns les autres. Je rappelle que vous êtes universitaires. Le rôle que vous avez les uns les autres au niveau législatif et puis au niveau de la consultation. Je voudrais qu'on voit juste un message qui a été posté par Antonio Gaspard, sans D, sur les réseaux sociaux, qui dit ceci. Pourquoi se compliquer la vie, l'existence, à organiser une campagne électorale, puis un coûteux scrutin avec bureau de vote, isoloir et urne, alors qu'il serait tellement plus simple, en effet, cher Midi Libre, il parle au journal Midi Libre, de désigner le nouveau maire par un sondage antidémocratique LOL. Et il poste un billet de Midi Libre qui dit « Municipal 2026 à Nîmes ». 2 points, un débat et un sondage exclusif à venir pour vous aider à faire votre choix. Alors ça me conduit, Jean-Pierre Sueur, à vous poser la question, quelle est la vocation originelle des sondages? Est-ce que ça a vocation à orienter la décision in fine, d'aider, comme ils disent, à choisir pour quel candidat on va voter? Ou est-ce que c'était quoi originellement la vocation? Originellement, les sondages, c'est un moyen pour décrire ce que pense l'opinion publique, ce qu'elle souhaite, ce à quoi elle aspire. Il faut bien voir que la plupart des sondages n'ont aucun aspect politique. Il arrive même souvent que les sondages politiques sont la 28e question d'un sondage qui va porter sur beaucoup d'autres choses. Alors, nous avons fait avec Hugues Portelli un rapport sur les sondages et ensuite une loi. Parce que la loi sur les sondages, qui existait depuis longtemps, était très ancienne et pratiquement inappliquée. Et donc on a fait un gros travail. Comme c'était porté par quelqu'un de la majorité et quelqu'un de l'opposition au Sénat, ça s'est bien passé. Notre proposition de loi a été adoptée à l'unanimité du Sénat. Et puis, j'ai dû beaucoup ramer, sans succès, pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une réticence à imposer des règles aux sondeurs. Et d'où venait cette réticence? D'un peu partout, mais principalement de l'Élysée. D'ailleurs, Alain Garrigou vient de publier un excellent livre dont je fais la publicité sur les sondages de l'Élysée. Bien sûr. Et nous avons simplement échoué dans le fait de faire adopter cette loi, cette proposition de loi. Quelle est la grande ligne de cadrage? Attendez, je vais y venir. Mais j'ai réussi à raccrocher les branches, si je puis dire, à m'en sortir, environ 1 ou 2 ans après, en transformant ma proposition de loi
adopté à l'unanimité par le Sénat, en amendement à une loi sur la présidentielle. Et avec l'aide de Manuel Valls, qui était Premier ministre, et des gens de la commission des lois de l'Assemblée, et en particulier de quelqu'un qui est très estimable sur ce sujet, qui s'appelle René Dosière, Oui, qui a énormément travaillé sur tout cela. notamment les On a- dépenses de l'Élysée. Les dépenses, Oui, oui. on a réussi à ce que finalement les dispositions passent. Alors, elles sont aujourd'hui applicables. Et malheureusement, beaucoup de gens n'appliquent pas la loi. Et la commission des sondages, elle devrait réagir à chaque fois que la loi n'est pas appliquée. Et l'expérience qu'a vécue Alain Garrigou montre que ce n'est malheureusement pas toujours le cas, et même pas souvent le cas. Alors, je voulais dire simplement, à cet égard, on va peut-être en revenir, mais lorsque vous faites un sondage, il va falloir désormais dire qui le commande, qui le fait et qui le finance. Et ça, c'est une obligation légale. Même si c'est à la radio ou à la télévision, il faut le dire. Ensuite, il faut dire quel est l'échantillon, le mode la modalité des questions qui sont posées, téléphone, Internet, etc. Ensuite, il faut dire les questions posées, dans quel ordre. Il faut donner les résultats. Et surtout, il est nécessaire, on ne peut pas échapper au fait de donner des marges d'erreur. Enfin, ça ne s'appelle pas exactement comme ça en mathématiques, mais la question est simple. Si vous regardez un sondage, ça paraît, le candidat A obtient 49, le candidat B 51. Bon. Alors le journal dit, voilà, le candidat B est en avance sur le candidat A. Donc il a plus de chances de gagner. Donc il est devant. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que comme on a interrogé 600 personnes, que c'est trop peu, c'est 49 plus ou moins 3%, ou 51 plus ou moins 3%. C'est-à-dire que les deux candidats se baladent entre 47 et 53 ou 54. Et donc, ce que je dis n'est pas du tout anodin. On s'est retrouvé dans une situation en 2001 où tout d'un coup, on s'est rendu compte que M. Le Pen passait devant Lionel Jospin. Pourtant, les sondages disaient l'inverse. Eh bien, si vous regardiez les sondages montraient que les marges d'erreur faisaient que ça pouvait se retourner. Donc, quand vous faites un sondage, il faut dire exactement quelle est la vérité. Et la vérité, c'est pas 48-52 ou 41 ou 49-51. En fait, c'est un intervalle. Simplement, si vous êtes le rédacteur en chef d'un quotidien, vous n'allez pas publier en première page avec un gros titre. La vérité se balade entre 47% Oui, un sondage et 53%. n'est pas prédictif. En tout Non, cas, mais c'est vrai que c'est la c'est pas conclusion, sexy. c'est vrai. C'est vrai que ce ne sera pas sexy de dire on pense que ou Oui. attention et ainsi de suite. Alain Garrigou, est-ce que alors je vous pose aussi la question avec ce que précisait Jean-Pierre Sueur. Est-ce que les sondages n'ont pas une tendance à faire l'opinion? Finalement, on va peut-être aller voter pour le cheval gagnant donné par les sondages qui ne sont pas forcément justes. Et est-ce qu'il y a une jauge minimum? Est-ce que la loi estime que en deçà d'un nombre de personnes sondées, on n'est pas dans réellement un sondage sérieux, pour prendre un terme facile et générique? Bon, actuellement, pour les municipales, c'est très difficile de faire des sondages sur les communes. Les communes, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce que la population est pas importante, il faut pas le même nombre de personnes sondées. Alors, on voit, je viens d'aller sur le site de la commission de sondage, ils publient les fiches techniques. Alors, je vois les derniers sondages, ce matin, j'ai regardé, eh ben, il y a des sondages qui sont faits sur 400 personnes. C'est notoirement insuffisant. Et en plus, des sondages faits par des enquêtes en ligne. C'est-à-dire, comment dans une petite ville pouvez-vous, par Internet,
décroché je ne sais combien de sondés. C'est impossible. J'avoue que je suis émerveillé. C'est un tour de passe-passe Moi, j'ai une extraordinaire. question, Monsieur Garrigou. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échantillon minimum quand on commande un Bon, sondage? alors, il est acquis. Il est acquis quand des sondages ont été créés que c'était pas besoin de boire, si vous voulez, toute la soupière. Une cuillère, suffisait pour savoir si la soupe était trop salée ou pas assez. Bon, c'est les études de statistiques de la fin du 19e siècle qui ont permis d'élaborer les règles d'édification des échantillons représentatifs. Bon. Vous vous doutez bien que depuis ce temps-là, certains opérateurs se sont accordés des facilités, notamment quand c'est très difficile d'avoir un échantillon représentatif, comme c'est le cas pour les municipales. Par exemple, en ce moment, on l'a sous les yeux. Bon, on va dire, mais pourquoi s'intéresser à un instrument aussi peu fiable, où on triche en plus, quand la nécessité s'en fait sentir, avec bonne conscience, bien entendu. Pourquoi continuer? C'est parce qu'il y a des gens, ceux qui les commandent, hein, en gros, c'est-à-dire pas tellement la presse, mais son label sur les sondages, mais qui ne les paie pas normalement. Hein, mais de plus en plus des candidats qui ont besoin, qui croient que les sondages sont prédictifs. En l'occurrence, ils jouent tous sur une croyance assez générale, qui est l'idée de bandwagon, c'est-à-dire aller au secours de la victoire. Alors, c'est une idée assez confuse, mais qu'on peut retrouver, par exemple, pour éliminer des concurrents. Par exemple, aujourd'hui, étant donné la situation un peu de déliquescence des partis politiques qui n'arrivent plus à sélectionner leurs candidats, on peut dire que la principale procédure de sélection du personnel politique, je parle là comme un politiste, n'est-ce pas, mais bref, des candidats, c'est devenu le sondage et non pas la primaire, puisqu'on a vu que la primaire, ça pouvait être tourné, on pouvait y avoir des grosses entourloupes sur les primaires. Donc de plus en plus, les sondages sont devenus une institution publique. Voilà, sans que cela soit dit, mais qui permet, parce que c'est pas facilement réglementable, si vous ne pouvez pas empêcher un candidat d'être le premier à dégainer son sondage. C'est devenu donc l'équivalent des primaires, qu'on ne se tienne plus, et le substitut à la sélection des candidats par les partis politiques, dans un grand flou, etc. Pour Alors, une monsieur, partie, ceux qui comptent là-dessus ne sont pas sûrs de leur calcul. C'est une croyance, hein, le bandwagon. C'est une croyance. Mais si on peut arriver à faire un sondage, commander un sondage où il est évident, où l'adversaire principal a 2% d'intention de vote, et évidemment, on a fait un bon coup. Je vous dis des chiffres comme ça, parfaitement imaginaires, mais je fais référence à des situations précises. D'autant plus que dans ces sondages, ce sont des commanditaires qui, en gros, dictent les questions. oui, On a dans une je suis grande ville de désolée, France. Monsieur Garrigou, je suis le maître du temps dans cette émission. Je vois l'heure qui Allez-y. passe. Voilà, je suis vraiment désolée. Il nous reste Non, pas non, non. beaucoup de temps. Vraiment désolée. Il y avait Monsieur Sueur qui voulait intervenir. Je Il vous ai faut vu. dire que un sondeur qui fait un sondage doit donner des informations à la commission. Ces informations, ce qui est de très nouveau dans notre loi, c'est qu'elles sont rendues publiques. Et ça concerne qui a commandé, qui a payé, les questions posées, les réponses effectives, les marges d'erreur et aussi les corrections. Parce que il se trouve que les sondeurs, dans un certain nombre de cas, ne diffusent pas les chiffres qui sont apparus au terme de l'enquête. Hein, et en particulier, c'était le cas dans toute une période où les gens qui votaient pour le Front National ne voulaient pas le dire. Et donc, on prenait le résultat du Front National, on multipliait par 2. Où on pouvait faire ainsi des corrections. Et la loi dit que ces corrections doivent être précisées à la commission des sondages et qu'il faut donner les critères
en vertu desquels les chiffres avaient été changés, ont été changés. C'est la loi d'aujourd'hui. Alors, les sondeurs ont été extrêmement fâchés de cette loi et se sont adressés à moi, à Hugues Portelli, aussi à René Dosière, en disant « Mais enfin, c'est contraire à la liberté. Vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas demander au chef les ingrédients, comment il fait sa cuisine. Vous allez déguster le bon plat. » Je leur ai dit « Oui, mais chers amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce que vous faites, c'est de la science ou pas ?» Ah, tous me répondent « C'est une démarche scientifique. » Je dis « Très bien. Quand moi je fais un article scientifique, ça m'est arrivé qu'en tant qu'universitaire en sciences sociales, je mets mon corpus, je prends les données de départ, je présente ma méthode, et tout ça est transparent. Le cuisinier, il ne prétend pas faire de la science. Or, si vous faites de la science, il faut vous m'expliquer pourquoi. Alors, il faut même que vous me donniez les résultats bruts de votre sondage et les résultats publiés, et que vous m'expliquiez, en vertu de tels critères, mettons, si vous savez que pour tel candidat, il y a des raisons pour lesquelles le chiffre est minoré ou majoré. On va le corriger, voilà. Bien sûr. Tout alors, ça. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non, de la transparence? Et on s'est trouvé devant des organismes qui étaient très gênés par ce désir de transparence. Bien sûr. Alors justement, le problème, c'est que à la fois, il faut que ce soit vendable, comme le disait Alain Garrigou tout à l'heure. Il faut que ce soit vendable, donc avec des titres un peu sexy. J'emploie le terme à dessein. Mais par exemple, Marine Tondelier, la chef des Verts, la responsable des Verts au niveau national, a saisi, elle annonce qu'elle va saisir la commission des sondages après une étude sur la présidentielle, parce que dans cette étude n'apparaît pas dans les questions, dans les choix, la possible candidature d'un candidat ou d'une candidate écologiste. C'est-à-dire qu'on va poser des questions à des Français sur un critère qui m'échappe, mais bon, on va poser des questions sur un panel et on va leur poser des questions avec l'absence d'un candidat écologiste à la présidentielle. Est-ce que, brièvement, s'il vous plaît, je vais commencer par vous, est-ce que vous estimez qu'elle a une raison légitime, Alain Garrigou, de saisir cette fameuse commission des sondages à partir du moment où les écologistes n'apparaissent pas dans le choix et dans les questions posées aux Français dans ce sondage? Bien sûr, c'est pas le seul cas. Il y a actuellement des candidats à des élections municipales qui n'arrivent pas à être dans la liste des candidats proposés au sondé. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de philosophie en matière fixée. Et c'est parfaitement arbitraire, effectivement, d'oublier des candidats sur le principe qui ne représentent pas grand-chose, enfin, etc. D'autant plus que, par contre, on peut faire naître des candidatures de la même manière. N'oublions pas que certains nombre de candidats qui, au départ, ont à peu près rien comme intention de vote, grimpent, et on se demande, ça s'est posé pour Éric Zemmour, il faut quand même le dire, jusqu'à 17%, alors qu'au départ, c'était rien du tout. Donc, si vous voulez, c'est un instrument de tactique politique dont l'efficacité dépend de l'opacité. Mais il faut quand même, je voudrais faire une petite note méthodologique, tout ce que nous disons concerne essentiellement les intentions de vote. Mais l'essentiel des sondages, même les sondages politiques, de popularité, etc., ne peuvent pas être redressés. Leur valeur, disons, c'est un mystère. Simplement, on les compare d'un sondage à l'autre et choses comme ça. La vraie question du contrôle, n'est-ce pas, ça se pose surtout sur les intentions de vote. Et là, il faut réfléchir effectivement sur leur place dans les mécanismes démocratiques, puisque des élus dépendent aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, d'un outil qui sont les sondages sur les intentions de vote. Jean-Pierre Sueur ? Oui, vous savez, fondamentalement, nous devons faire en sorte que les sondages soient fiables
donc qu'il soit transparent du début à la fin. On en est quand même loin, et la commission des sondages a beaucoup de pouvoir d'après la loi. Elle peut publier des quantités de mises au point, de mises en cause, demander un certain nombre de sanctions, etc. Elle le fait très peu, trop peu. Mais fondamentalement... Elle a un pouvoir de sanction. Ah oui, elle peut tout à fait solliciter des sanctions. Maintenant, elle le fait très peu. Et il y a une autre question finalement. Pourquoi les sondages ? Il y a une sorte de... Vous savez, depuis l'Antiquité, on aime savoir l'avenir, etc. Oui, mais les sondages peuvent aussi être un outil très pervers. Finalement, si je suis un militant politique, moi je suis par exemple un social-démocrate rocardien. Bon. Par exemple. Mais parce que j'ai une conviction, je suis de gauche, mais je ne suis pas pour une gauche étatiste, etc. Bon, je suis pour l'initiative, je suis pour la solidarité. Bon, j'ai envie de défendre tout ça. Mais ce qui est intéressant dans le combat politique, c'est ce à quoi je crois, ce que je vais dire aux gens. Bon, et finalement, je suis bon si je dis ce que je pense, que je fasse 5% ou 30%. C'est pas là le sujet. Vous comprenez? Si, ça veut dire que si les responsables politiques sont si friands des sondages, c'est parce qu'ils ajustent finalement leur programme en fonction des courbes d'opinion et pas de leurs convictions finalement. Ce qui est pervers, c'est que si tous les politiques ont la religion des sondages, et si tous les sondages disent la même chose sur l'attente des gens, tous les politiques vont avoir tendance à dire à peu près la même chose. Et beaucoup de politiques se posent la question de savoir ce que l'opinion pense, au lieu de se poser la question de savoir ce qu'ils pensent eux, ce qu'ils croient. Moi, ce en quoi je crois, c'est ce qui est important. Et même si je me plante, même si je suis battu, c'est digne, parce que j'ai défendu quelque chose. Vous comprenez pourquoi les élections, c'est pas un thermomètre. Vous êtes des citoyens. Vous allez dire votre point de vue. Et le candidat, il dit ce qu'il pense. En 1940, s'il y avait eu un sondage fiable, combien de voix aurait eu, combien de pourcents aurait eu le général de Gaulle? Et il arrive constamment dans l'histoire que des personnes qui voient juste... Dites-le, combien aurait eu de Gaulle? Je sais pas. Non, mais dites-le. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc on comprenne bien votre propos. La majorité était pétainiste. Est-ce que, vous voyez, un type comme Pierre Mendès France, les sondages, mais pourtant, grande trace, comme grande trace du général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'ils ont défendu quelque chose en quoi ils croyaient. Et ils n'ont pas passé leur temps à savoir si ça plaisait à 38 ou 42 ou dans 10%. Dans une moindre mesure, on peut parler aussi de 81 avec la peine de mort. L'abolition de la peine de mort qui n'était pas forcément, si on avait fait un sondage, on n'aurait pas forcément obtenu. Si vous me donnez juste là-dessus 2 minutes. Jean-Pierre Elkabbach m'a parlé de cette émission où il a posé cette question 3 ou 4 jours avant les présidentielles à Mitterrand. Finalement, vous êtes pour l'abolition de la peine de mort, vous savez bien que la majorité des Français est contre. Bon. À la fin, tous les partisans de Mitterrand qui étaient dans le studio sont venus l'engueuler en disant « Vous êtes un mec de droite, si vous avez posé cette question, c'est pour qu'on perde. » Mitterrand, on le connaît. Il aurait pu dire « Mais vous savez, c'est une question complexe. Il faut écouter, il faut prendre du temps, donner du temps, etc. » Non. Il a dit « Eh bien, je sais que la majorité des Français ne partagent pas mon sentiment, mais j'abolirai la peine de mort parce que c'est une conviction profonde. Et elle vient de loin. » Bon, eh bien, je pense que Mitterrand a notamment gagné parce qu'il a répondu avec cette clarté. Et même les gens qui ne pensent pas comme lui, eh bien, ils ont dit, au moins, ils disent ce qu'ils pensent. Autrement dit, c'était pas une erreur de poser cette question, comme l'ont dit un certain nombre de gens. Non, mais absolument, ça abonde dans votre sens. Oui. Monsieur Yariou, je voulais justement qu'on parle de cette appétence, puisque vous avez été l'un des acteurs de la dénonciation des fameux sondages de l'Élysée.
cette appétence du pouvoir pour des sondages, puisque là on n'est plus dans le, pardon, simplement dans le. Alors toutes mes excuses pour ma voix, Oui, j'ai un j'entends petit qu'il problème va enrouer. technique. Cette appétence du pouvoir élyséen pour les sondages, qui ne sont pour le coup pas seulement, comme disait Jean-Pierre Sueur, des sondages uniquement politiques, mais qui pour le coup sont des sondages pour savoir comment se positionner sur tel ou tel autre aspect de la vie, y compris privé. Du couple présidentiel, comme si on avait élu un couple à la présidence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque vous avez commis un ouvrage, l'anatomie d'une affaire, sur cette affaire des sondages élyséens? Ben, il y a des dirigeants politiques qui sont plus ou moins avides de sondages. Bon, Jean-Pierre Sueur a raison quand il fait remarquer que la politique tourne, disons, de plus en plus commandée par des calculs utilitaristes plutôt que par des convictions. L'existence des sondages y pousse. C'est-à-dire, elle est plus intéressée par le nombre de voix qu'on obtient que par l'objectif d'un programme, de faire passer des idées, enfin, bon, peu importe, etc. Les sondages insidieusement transforment beaucoup la vie politique. D'une certaine manière, je dirais qu'elle dispense d'avoir des idées. Quand à l'Élysée, il y avait une cellule plus ou moins noire qui faisait des sondages sous la houlette d'un monsieur qui était Patrick Buisson à l'époque, qui était un conseiller de l'ombre, mais dont les idées d'extrême droite ne faisaient aucun doute pour personne, il s'en vantait. Bon, c'est une manière, on dira, machiavélienne de faire de la politique. Les dégâts de cette manière de faire la politique, on les a vus, c'est-à-dire là, il y avait quand même carrément de la triche, il y avait des dépenses de sondage qui étaient imputées au budget de l'État sans les précautions légales de ce genre d'opération. Je pense que ces effets insidieux qui tirent la politique vers l'utilitarisme, c'est-à-dire combien de voix, la manière de penser aussi un électorat en segments, c'est pas nouveau, mais euh, quand on a un instrument pour faire quelque chose, il faut s'en servir d'une certaine manière. Vous voyez, eh ben, insidieusement, ça nous tire vers ce qu'on dénonce par ailleurs, ce qui, comme si c'était le fruit d'une évolution naturelle, c'est-à-dire vers le cynisme, vers les petits coups tactiques, etc. Bon, si vous voulez, on pense selon les instruments de pensée. Les sondages, je vous dis, sont devenus un instrument quasi institutionnel pour penser et faire de la politique. Et malgré toutes les comment dire, tous les scepticismes, en l'occurrence, notamment à l'égard des universitaires qui travaillent là-dessus, qui disent faites attention parce que, voilà, derrière ça, ça apparaît pas un lien de causalité matérielle, si vous voulez, mais il y a des transformations de la politique. Je crois que un certain nombre de gens comme Jean-Pierre Sueur, qui ont été des agents politiques actifs, comme on dit, moi je suis passif, sont bien d'accord sur les transformations qui sont liées à des changements, notamment sur les sondages, et c'est particulièrement manifeste. Alain Garrigou, est-ce que, alors c'est une question qui peut paraître complètement anodine, mais qui me raconte quelque chose, est-ce que l'on peut être rétribué pour répondre à un ou à des sondages? Depuis que les sondages les plus employés, la méthode de questionnement la plus employée, le sondage en ligne par Internet, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les access panels, c'est du jargon professionnel, on obtient des réponses par ce que les sondeurs appellent des gratifications. Ils évitent le mot rémunération parce que c'est effectivement pas grand-chose, mais que ça donne des points pour des cadeaux, enfin, etc. Alors, la défense des sondeurs, parce qu'en principe, l'opinion est gratuite. La défense des sondeurs, c'est presque rien. Sauf que ça peut se cumuler. En tout cas, si on supprimait la gratification, croyez-vous que par les sondages en ligne, on obtiendrait beaucoup de réponses? Ma réponse est non. Donc, ça contrevient parfaitement à l'idée, par exemple, du vote gratuit, qui est une sorte de principe démocratique de base.
L'ennui, c'est que je vous dis, ces sondages sur les intentions de vote, c'est un mécanisme institutionnel. Donc, c'est une sorte de brèche, hein, dans tous les principes du suffrage universel et notamment qui est la brèche de la gratuité. Je ne vous parle pas de notre brèche en matière de secret du vote, puisque Bien sûr. les sondages mettent à mal la question du secret du vote. Voilà, bon, on n'y fait pas trop attention, il faut pas trop souvent en parler. Voilà, c'est tout, mais c'est présent. Merci pour cette réponse. Alors là, on Amira? parlait des sondages par Internet, il y a aussi des sondages par téléphone. On va parler plus récemment du sondage controversé de l'IFOP sur l'islam en France. C'est tombé il y a quelques mois. Alors l'IFOP s'était vanté, je vais citer leur communiqué, hein, d'une envergure historique et d'une robustesse méthodique. Par contre, il n'y a que 1005 personnes qui ont été interrogées par téléphone. On n'a donc pas vérifié leur identité, j'ai même envie de dire leur âge. Comment c'est possible qu'un tel sondage, qui a mal été fait, j'ai envie de dire, soit devenu si public et qu'on en ait autant parlé? Bien, écoutez, je crois que ce sondage ne respectait pas tout simplement la loi, hein. Et le malheur, c'est que l'on peut beaucoup parler de sondages qui ne respectent pas la loi, qui ne donnent pas les données auxquelles on a droit, qui ne font pas valoir les marges d'erreur, qui ne parlent pas des redressements, de rien du tout. Donc on vend quelque chose qui n'est pas rigoureux, voilà. Hein. Et c'est de la même manière qu'avec les sondages par Internet maintenant, il faut faire très attention aux biais, hein, puisque vous avez des espèces de grands corpus de personnes qui sont interrogées. On ne sait pas du tout comment la marge d'erreur fonctionne, on ne sait pas du tout les redressements, et puis la gratification pose problème, car j'avais essayé de faire entrer dans la loi le fait qu'il était interdit de rémunérer d'une manière ou d'une autre, donc de gratifier les gens qui répondaient à un sondage. Et je ne suis pas parvenu à le faire parce qu'on m'a expliqué que si cela était dans la loi, alors on ne pourrait plus faire de sondage en ligne. Ce qui prouve bien que les sondages en ligne ne fonctionnent que dès lors que l'on interroge, que l'on suscite l'intérêt. Et d'ailleurs, dans le journal Le Monde, il y a un journaliste qui a fait état du fait qu'une personne s'était inscrite à de nombreuses reprises pour figurer sur un sondage en ligne, avait obtenu des points et avait pu s'offrir beaucoup d'électroménagers à force d'apporter De participer à des et sondages. la même personne pouvait voter ainsi 50 fois au même sondage. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'arnaques possibles. Je termine par une chose très simple. Vous savez que je vais vous poser une question A, puis une question B, puis une question C. Vous aurez 3 réponses. Je vous pose les mêmes questions dans l'ordre inverse, C, B, A, ou B, A, C. À chaque fois, le résultat sera différent, parce que vous avez un effet de halo. Votre réponse à la première va influer sur votre réponse. Oui, la question influence à la la seconde. réponse. Et bien sûr, et très souvent, vous fabriquez la réponse avec la question. Et c'est pourquoi, en toute rigueur, il est nécessaire de publier l'ensemble des questions, l'ordre des questions. Autrement dit, si on veut être vraiment rigoureux, il faut que la commission des sondages dispose de tous ces éléments de transparence. Le problème, c'est que c'est un marché, c'est qu'on cherche à gagner de l'argent et c'est qu'on n'a pas tellement envie de s'embêter avec tout ça. Bien sûr, ou alors voilà. à le mettre en tout petit, comme sur les contrats d'assurance. Alain Garrigou, l'anatomie d'une affaire, donc c'est chez Dalloz. Oui. On le retrouve chez Dalloz. Bien sûr, c'est pour aller plus loin. Ça pour l'avoir lu. C'est pour aller plus loin, mais évidemment, et je le confirme. Une journée singulière, autopsie politique chez Odile Jacob, Jean-Pierre C'est Sueur. très bien. C'est votre dernier ouvrage. Donc je vous C'est invite- mon dernier ouvrage chez la chère Odile Jacob, que je remercie d'avoir bien voulu le publier. Donc c'est plutôt que de raconter mes mémoires. Je considérais que j'avais pas encore l'âge, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. J'ai préféré faire un roman dans lequel il y a 10 personnages qui, certains me ressemblent un peu, on ne sait pas.
Enfin, il y a 10 personnages. On va laisser les gens le Et découvrir. presque tout Jean-Pierre, est vrai. Oui. Presque tout est vrai. Et quand on commence le livre, on ne sait pas comment ça finit. Eh Donc ben, il y a du juste- suspense, donc il justement, faut le on va dire. le laisser Voilà. découvrir. Et je précise que Jean-Pierre Sueur, mais on en reparlera une prochaine fois, jpsueur.com, c'est votre site, est toujours en réflexion sur l'archivage et la compilation peut-être de tous les billets que vous avez publiés sur votre site Oui, au c'est fil bon. des années, jpsueur.com. Oui. Merci à vous, messieurs, monsieur Garrigou, monsieur Sueur, Merci, d'avoir merci été à avec vous. nous C'est un aujourd'hui. plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Alain. Et merci à toi, Mourad. Et c'est la fin de cette émission. Je ne vais pas vous le cacher, c'est ma dernière émission avant mon retour de cet été. Vous allez me manquer. Mourad, tu vas me manquer, toi aussi. Ah, mais énormément, mais t'inquiète pas, on s'enverra des WhatsApp. Voilà. Et En on tout ira cas, sur TikTok. j'ai hâte de vous retrouver. Et puis, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le média. À très vite.